Et là, c'est bon. Voilà, super, impeccable. Très bien, très bien. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Ah oui, on a perdu. Sur les réalisations, je pense, on a travaillé sur les raisons valides, réalisations, Oui, 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 oui. qui éliminent les surimpositions. Oui, très bien. Et on avait dit que nouveau, c'était par son propre pouvoir. Oui, tout à fait. Et on Excellent. avait dit que, voilà, Et oui, on avait dit que seuls les subséquents et inférentiels réalisent oui. leur objet. Et les conditions valides aussi, ouais. Les conditions valides directes, tout ça, ouais. Ok. Oui, oui, oui. Bon, Ouais. eh ben, Ça c'est peut, ça peut. Ça ok. Ouais. Ok. Ah oui, ça peut. Une perception directe, en effet, peut réaliser son peut. objet. Pas nécessairement, alors qu'une condition inférentielle, oui, nécessairement, ça le tient. Et une condition subséquente aussi, nécessairement. Très bien. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Eh ben, c'est Et super. apparemment, l'inférentiel, c'est très, très dur à avoir, hein, Alors apparemment. oui, c'est pas si évident que ça, parce que euh, il y a un truc qui sonne. Ah, celui, c'est mon Mac. Je vais arrêter le son. Ah, ok. Je croyais que C'est c'était un mon jeu téléphone. devant, là. Ah oui, ok. Ok, je croyais que c'était un téléphone. Désolé. Euh, En effet, avoir une raison valide, développer une raison valide, une inférence, c'est pas si évident que ça, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier la logique, ouais, d'étudier Tariq, la logique, pour savoir exactement ce qu'est une raison valide, ouais, parce qu'on pourrait se dire qu'on a une raison valide, mais en fait, ça pourrait simplement être une supposition correcte, en fait. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, exactement, ouais, plutôt qu'une inférence. Très bien, c'est super tout ça. Et on arrive au doute, on arrive à la page 46. Les doutes. Ok, très bien, donc là c'est un peu moins compliqué. Là, ça va passer tout seul. Ouais, Oui, ok. Donc la conscience qui doute est nécessairement conceptuelle, vous êtes d'accord? oui, oui. Ok, très bien. Et se caractérise notamment par sa nature d'indécision ou de division entre deux points. Ouais, c'est ce qu'on apprend dans le Lorik de Yongzin Pulbuchok. La définition du doute, c'est une cognition qui hésite entre deux possibilités, ouais, par rapport à son objet. Ranyula, non, je crois que c'est par son propre pouvoir, ouais. Rantop qui tani sudope semba ou tani sudope ripa. Donc c'est une cognition qui hésite entre deux possibilités par son propre pouvoir. Ok, très bien. Et donc, le doute peut certes tendre vers un côté de la balance ou peut-être irrésolu, mais une composante d'indécision l'accompagne toujours. Au mieux, le doute parvient à la réflexion. Il est probable qu'il en soit ainsi. Ouais, ok. Oui, Et donc, ça ressemble un petit peu à la supposition correcte, non? Quand on dit il est probable que la table soit un non-soi. Ça ressemble beaucoup à une supposition correcte, non? oui, parce qu'on a parlé de par son propre pouvoir. Oui, Oui, exactement. Donc en fait, le doute par son propre pouvoir parce que, en général, c'est considéré comme un facteur mental. Ouais, le doute. Mais oui, c'est vrai. Oui, ouais, quand on étudie, quand on étudie les facteurs mentaux, le oui, oui. doute, dans ce cas-là, c'est un doute afflictif en fait. C'est un doute qui n'est pas vraiment constructif. Alors qu'ici, il peut l'être. Ouais. Ah, d'accord. Donc, malgré tout, il faut faire une distinction. C'est ce qu'on va voir dans la suite du texte. Ouais. C'est vrai que dans le doute, en effet, il est inclus dans les afflictions quand on étudie la psychologie Oui, avec les facteurs mentaux. Ouais. Alors que là, il n'est pas nécessairement afflictif. Ouais. Ok. Donc, c'est là où il y a une différence. Très bien. d'accord. Ok. Et donc, en effet, le doute qui tend vers le factuel est très ressemblant avec la supposition correcte. Ouais. Oui. Ok. Et donc, c'est pourquoi on pourrait débattre là-dessus. On verra par la suite, on pourra débattre là-dessus, se dire est-ce que le doute qui tend vers le factuel est plutôt une supposition correcte ou pas, ou est-ce qu'il y a des bases communes entre les deux? Ok, très bien. Et donc, le doute comprend des consciences correctes, incorrectes, ou ni l'une ni l'autre. Donc, quand on dit une conscience correcte, ça veut dire quoi? Supposition correcte, elle semble valide. Une Alors, validité. oui, on pourrait dire qu'une raison valide est nécessairement correcte
et une supposition correcte, comme son nom l'indique, est nécessairement correcte. Ouais. Mais le problème, c'est qu'entre une cognition valide et une supposition correcte, il y a quand même une immense différence, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, c'est que la cognition valide, elle est correcte, mais en plus, elle réalise son objet. Elle réalise, oui. Ouais. Alors que la supposition correcte, elle est correcte, mais elle ne réalise pas son objet. Donc ça veut dire qu'une conscience peut être correcte, mais ne pas réaliser son objet. Oui. Ouais. Donc quand on dit correct, ça veut dire quoi? Ça veut dire factuellement concordant. Ça veut dire que notre conscience est en accord avec la réalité. C'est ça que ça veut dire. Mais être en accord avec la réalité ne veut pas nécessairement dire réaliser son objet. Ouais. Mhm. Et réaliser son objet, Oui. pardon, Oui. réaliser son objet, tu le définirais comment alors par Alors, rapport à oui, réaliser à son ce que objet, ça veut tu dire veux dire? trancher les surimpositions par rapport à son objet ou atteindre son objet identifié. Ouais, trancher les surimpositions. Ouais, ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait vu si par Oui, exemple. oui, oui. Ouais, ok, parfait. Ah, super. Merci. Très bien, très bien. Et donc, ok. Donc, une conscience, par exemple, qui se demande, une conscience qui se demande s'il est. Il y a un bruit très fort, je sais pas où c'est. Il y a un bruit très fort. Ouais, c'est pas très grave. Ok. Une conscience, par exemple, qui se demande si les vies futures existent ou non et pense qu'il est probable qu'elles existent serait un doute qui tend vers le factuel. Ouais. Döngur Gittetsom. C'est pas un T, c'est un D. Döngur. Ouais, c'est pas très grave. Ok. Un doute correct. C'est un doute qui tend vers le factuel ou un doute correct. Ouais, c'est pas mal de dire correct plutôt que tend vers le factuel parce que c'est plus simple. Ok. Et donc, si on analyse bien, par exemple, si on médite sur l'auric, parce qu'il est possible de méditer sur l'auric, c'est pas uniquement que de la théorie pour de la théorie, etc. Ouais. Quand on médite sur l'auric, on peut tout à fait prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour méditer et observer ce qu'on a compris du lamrim, par exemple. Jusqu'à quel point on a compris le lamrim, jusqu'à quel point est-ce que c'est plutôt un doute correct ou un doute qui tend vers le factuel? Est-ce que c'est une supposition correcte, par exemple, la préexistence humaine, l'impermanence et la mort, la causalité karmique, etc., etc. Est-ce que pour nous, ça fait sens? Peut-être que ça fait sens, mais peut-être qu'on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que c'est simplement séduisant comme discours. Peut-être que simplement on a notre conscience qui tend vers cela de manière naturelle parce qu'on a des bonnes empreintes, etc., etc. Mais jusqu'à quel point on l'a certifié nous-mêmes. Ouais, donc c'est intéressant comme type de méditation, non? Mhm. Ok. Ok. Donc d'essayer de vérifier jusqu'à quel point on a certifié ces différents points du lamrim, par exemple. Ouais, parce Oui, que là, ça évite la foi aveugle, en fait. exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ouais. Parce que sinon, on pourrait simplement dire, bah, mon lama a dit ci, mon lama a dit ça, etc. Et bah, s'il l'a dit, c'est comme Jacques a dit, en fait. Hein. Jacques a dit, assieds-toi, Jacques a dit, marche. Mhm. Et donc, c'est tout le contraire de ce que le Bouddha a souhaité. Ouais, il y a une citation qui est souvent donnée par sa sainteté Dalai Lama, normalement qui est issue d'un texte de l'abbé Shantarakshita, normalement, où le Bouddha dit Gelonda gam kenanki seche darwe sejindu le partai ngai ka lanwa jawe guchimin, où il dit les bhikshus et les érudits devraient accepter mon enseignement uniquement après l'avoir testé comme un orfèvre teste de l'or en le frottant, le coupant et en le fondant, mais pas par simple déférence pour moi. Ouais. Donc ça, c'est très important, c'est ce que dit le Bouddha. Ouais. Et donc il dit, il faut remettre en question son enseignement, pas simplement l'accepter comme ça parce que c'est le Bouddha qui l'a dit. Ouais. Ok, c'est très important. Très bien. Donc le doute correct. Une autre personne ou une autre conscience qui penserait que probablement les vies futures n'existent pas serait donc un doute qui ne tend pas vers le factuel, ouais, ou un doute incorrect. Ouais. Là, c'est pareil, c'est Dön Mingyur, Dön avec un D. Salut Gina, je t'ai pas vu arriver. Bonjour. Avec ça, avec un D, ouais. Dön Mingyur Gyetetsom. Et donc, il est incorrect. Et celle qui se pose la même question sans arriver à départager les deux positions serait un doute équilibré. Chanyam Betetsom, ouais. Ni correct, ni incorrect. Donc, c'est intéressant parce que quand on a étudié le Lorik au centre Kalachakra, on est en train de le faire en ce moment avec Venerable Geshe Chakra,
Il a dit la dernière fois quand il a parlé du doute qui ne tend pas vers qui ne tend pas vers le factuel, ouais, le doute incorrect. Il y a, selon des grands maîtres comme Khedubje, des bases communes avec la cognition fausse. Entre le doute incorrect et la cognition fausse, il y a des bases communes. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Et donc on pourrait débattre là-dessus. On pourra débattre là-dessus quand on entrera dans le sujet de manière effective. Je ne veux pas trop vous donner le praliné dès le départ. Ce serait dommage. Ce serait spoiler un petit peu la suite des cours. Mais c'est intéressant de se poser la question, si on dit qu'il est possible qu'il y ait des bases communes entre le doute incorrect et la cognition fausse, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des bases communes entre le doute correct et la supposition correcte? Pourquoi pas? Oui, ben oui, oui. Ouais, on pourrait se poser cette question-là. Ok, et pourtant la plupart des textes disent que non, il n'y a pas de base commune entre la supposition correcte et le doute qui tend vers le factuel. Mais je crois que dans Recognizing Reality, Geshe Dreyfus parle de Sakya Pandita qui dit qu'en fait c'est la même chose. Il faudrait que je vérifie si c'est vraiment ça qu'il dit. Ok. Très bien, la page 47. Bien que la force de réalisation du doute tendant vers le factuel reste moindre que celle d'une supposition correcte, et plus encore plus encore de l'infaillibilité de voilà. Ok. Et reste moindre encore par rapport à l'infaillibilité de la perception directe de l'inférence, elle n'est cependant pas négligeable et peut même devenir un premier pas décisif vers l'affaiblissement des vues fausses fortement ancrées et initier le commencement d'un processus tendant vers une compréhension correcte. Donc en effet, là, il donne un petit peu une réponse. Là, c'est Elisabeth Napper qui donne un petit peu cette réponse, qui dit, en effet, le doute a un contenu épistémologique beaucoup plus faible que la supposition correcte. Ouais, la supposition correcte, elle est plus unipointée vers son objet. Alors que le doute est en balance. Ouais, il est très, très faible. Il peut aller vers le factuel, vers le non factuel, vers le factuel, vers le non factuel, etc., assez facilement. Alors que la supposition correcte est beaucoup plus stable. Ouais, par exemple, cette histoire de cette montre qui s'est cassée à 4 heures et vous regardez l'heure à 4 heures, vous n'êtes pas en train de douter en fait à ce moment-là. Ouais, donc si on vous demande quelle heure est-il, vous allez dire avec franchise et droit dans vos bottes, il est 4 heures. Ouais. Alors que si vous n'avez pas votre montre et qu'on vous demande l'heure et que vous regardez à peu près la position du soleil, etc., vous pourriez dire, bah, certainement il est 4 heures, mais j'en suis pas sûr, il pourrait être 5 heures. Ouais. Là, on voit que le contenu épistémologique est très différent, non? Ok. Très bien. Très bien. À cet égard, Aryadeva dit dans le Chatushataka, les 400 stances, ceux de peu de mérite n'ont pas de doute envers ce dharma, ouais, cette notion de la vacuité, ouais, la nature profonde des phénomènes. Par contre, par le simple fait d'entretenir des doutes, l'existence cyclique est mise à mal. Ouais, donc ça, c'est Aryadeva, le disciple direct de Aryanagarjuna, qui dit que si on n'a pas cultivé suffisamment l'aspect méthode, et donc les mérites, si on n'a pas suffisamment développé de mérites pour désépaissir un petit peu les voiles qu'on a dans l'esprit, on ne se posera même pas la question par rapport à la réalité des apparences. On va se dire, tout ce qui m'apparaît est la réalité pure et dure. Tout ce qui m'apparaît est la vérité ultime. Ouais. Alors que si on commence à avoir des mérites et à désépaissir un peu nos voiles, on pourrait être amené à douter du bien fondé des apparences, se dire, tiens, peut-être qu'il y a une réalité plus profonde derrière ces apparences. Et là, on peut s'engager ensuite vers la cognition valide de la vacuité. Ouais, mais ça commence d'abord par une remise en question, un doute sain. Ouais, quand on fait une enquête, quand on recherche quelque chose, une enquête scientifique, eh ben, c'est parce qu'on a un doute sain. C'est une forme de doute sain. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Et dans ce cas-là, c'est très utile. C'est là où on voit qu'il y a une différence vraiment très marquée par rapport au doute qui fait partie des afflictions racines. Ouais. Et donc, celui-ci doit être abandonné. C'est un objet d'abandon. Alors que ce type de doute scientifique-là est très, très important. Ouais. Ok, bravo, bravo. Et donc maintenant, les cognitions fausses. Oh là là. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un expert en cognitions fausses. Donc ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'en ai beaucoup. Les cognitions fausses sont erronées relativement à l'objet vers lequel elles s'engagent. Ouais, elles se trompent à l'égard de l'objet d'engagement. Vous êtes d'accord?
Ouais, ok. C'est-à-dire l'objet qui est en fait compris ou qui est censé être compris. Ouais. Puisque là, Oui. la cognition fausse, elle ne le comprend pas dans ce cas-là. Ok. Ainsi, il est nécessaire de les distinguer des cognitions erronées, qui sont, comme cela a été dit plus haut, erronées quant à ce qui leur apparaît. Donc ici, le traducteur, il a oublié un petit morceau, parce qu'en anglais, à la page 24, euh, Elisabeth Napper parle des cognitions inférentielles. Ouais. Ouais, Et ce qui est perturbant, c'est qu'il dit les cognitions fausses sont erronées, et un peu plus loin, il dit qu'il est nécessaire de distinguer des cognitions erronées. exactement, tout à Je fait. pense qu'il faudrait changer là. Oui, il faudrait changer, il faudrait dire Ouais, qu'il se trompe relativement à l'objet vers lequel, etc. Ouais, ouais, tout à fait. exactement. Ah Ouais. oui. Autrement, on comprend pas. Parce Sinon, que, on ne comprend pas. il y a une contradiction. Exactement. On pourrait dire que, en fait, si on a une cognition fausse, cette cognition fausse est nécessairement erronée. Mais si on a une Mm. cognition erronée, celle-ci n'est pas nécessairement fausse. Donc, d'une certaine manière, ce qu'il dit est très littéral, parce que quand on dit que la définition d'une cognition fausse, c'est rangijugyula churueripa, littéralement, ça veut dire ça, c'est une cognition erronée à l'égard de son objet d'engagement. Mais moi, je traduis en général par une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Et en effet, comme ça, peut-être ça permet d'éviter certaines Oui, confusions. Ouais. oui, Ouais. oui, oui. Exactement. Et donc ici, dans cette phrase, comme cela a été dit plus haut, Elisabeth Napper, elle rajoute dans le contexte de l'inférence. Donc c'est pourquoi il faudrait rajouter, là le traducteur français a oublié, dans le contexte de l'inférence, ouais, qui sont erronés, qui se trompent à l'égard de leur objet apparent ou apparaissant. Ouais. Ok. À titre d'exemple, les cognitions conceptuelles sont erronées en ce que l'image de l'objet qui leur apparaît semble être l'objet lui-même. Mais elles restent néanmoins capables de réaliser correctement leur objet de compréhension. Ouais, donc ça c'est très important. Ouais. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la suite, Elisabeth Napper va faire une présentation des objets. Ouais, dans quelques pages après. Ouais, euh, à la page 52, elle fera une présentation des objets parce que c'est très, très, très important. C'est vraiment capital. Ah, Oui, c'est on c'est pas entend plus bon. rien, ouais. Ouais, la Ouais. connexion est pas bonne. Ceux qui nous Voilà. écrivent. Elle est pas bonne, la Ok. connexion. À partir du moment où tu as dit que c'était Ouais, très ok. important, c'est essentiel, après on n'a plus entendu. C'est dommage. Ok. Oui. Et, et là, ça va mieux parce que. C'est un peu haché. Et là, c'est mieux ou pas Un aussi? peu haché, oui. Ah, Un ok. peu haché. Je vais aller sur l'autre. Ouais. Là, je suis allé sur l'autre Wi-Fi. Est-ce que c'est mieux ou pas? Le son va Oui. mieux. Ah oui. Ouais, ok. Très bien. Je demanderai à avoir un câble, comme ça ce sera mieux. Ok. Et donc en effet, c'est très très important. Voilà, on passe à la suite. Notre école. Ok. Donc qu'est-ce qui était très important? Ah oui, les différents types d'objets, en effet, c'est très très important. C'est pour ça qu'Elisabeth Napper va les présenter à la page 52 après. Et donc parce que on doit faire la différence entre ce qui apparaît, ce qui est l'objet apparent, ce qui est appréhendé par notre esprit et ce qui est compris par notre esprit. C'est très différent. C'est très, très différent. Ouais. Ok. Oui. Et donc, on pourrait dire que on verra qu'il y a des débats possibles par la suite parce qu'elle va présenter les objets et elle va dire que pour les perceptions directes, l'objet d'engagement, c'est la même chose que l'objet apparent, c'est la même chose que l'objet appréhendé, mais on peut mettre des nuances là-dedans. Ok. Très bien. Donc, on verra ça. Parfait, parfait. Ok. Et donc, en effet, les consciences conceptuelles sont nécessairement erronées, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, Mhm. parce que elles ont comme objet apparent, qu'est-ce qu'elles ont comme objet Une apparent? image mentale. Une image mentale. Une image mentale. Et cette image mentale, c'est quoi? C'est décrit comment, de manière technique, dans la psychologie bouddhiste? C'est un concept. Un concept, très bien. Et donc, on l'appelle une généralité de sens. Ouais? Oui. Mhm. Ouais. Ok, une généralité de sens, très bien. Et donc, c'est juste pour vous familiariser avec la terminologie, mais on peut parler de concept, etc. Et donc, ça pose question, cette histoire du concept. Parce que, par exemple, la définition d'une généralité de sens de table,
ceux qui ont déjà suivi plusieurs classes, est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Ou ceux qui ont suivi les classes de l'ORIC avec Vener Geshe-Lakpala, la définition d'une généralité de sens de table, ce serait quoi? Là, on recherche dans ces petites notes. Ou alors même sur Wikipédia. Ok. Ouais, ce Oui, serait quoi? ChatGPT. Hein? Sur ChatGPT. Ok. Donc, la définition d'une généralité de sens de table, ce serait ce facteur de surimposition Ah, voilà. qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais. Il nous manque Dominique. Oui, je ne sais pas où elle est. Ok, en effet. Parce que c'est la définition qu'on donne. Et Geshe Dakpala, le week-end dernier, avait donné simplement la définition d'une généralité de sens de cet objet ou d'un objet. Ouais, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas cet objet, apparaît comme étant cet objet à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais, ok, très bien. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous vous regardez dans le miroir, le reflet de votre visage donne l'impression d'être votre visage. Vous êtes d'accord? Oui. Mais n'est pas votre visage. Ouais, donc là aussi, il y a quelque chose d'erroné. Et donc, c'est pourquoi notre conscience conceptuelle, elle fonctionne comme ça, comme un miroir. Ouais. Et donc, le reflet conceptuel donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas cet objet. Mais nous n'adhérons pas à cette apparence. Ouais, le reflet, ce serait cet objet lui-même. On n'est pas en train de dire ça. Ouais. On est en train simplement de dire que l'apparence de cette image conceptuelle est distordue ou erronée. Mais ça ne veut pas dire qu'on y adhère. Au contraire, on sait très bien qu'on est en train de conceptualiser cet objet. Ok, très bien. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire que notre conscience conceptuelle est nécessairement erronée, mais n'est pas nécessairement fausse. Si on se disait, bah, tiens, la table à laquelle je pense, enfin l'image mentale de la table est une table, là, ce serait une cognition fausse. Là, ce serait une conscience conceptuelle fausse. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, très bien. Si on se disait, le reflet de mon visage qui est dans le miroir, c'est mon visage, bah non, là, ce serait faux, là aussi. Ouais. On n'est pas en train de brosser les dents du reflet dans le miroir. Ok, très bien. Ok. Et donc, les consciences conceptuelles sont capables de réaliser leurs objets. Ouais, c'est pourquoi c'est très important de voir que la conscience conceptuelle a un contenu informatif très important. C'est pourquoi elle est employée en méditation. Dans la méditation bouddhiste, on a nécessairement cette alternance entre la focalisation en un point et la méditation analytique, toujours. Il n'y a aucune tradition bouddhiste, quelle qu'elle soit, qui met de côté un aspect ou un autre. Ouais, aucune tradition authentique bouddhiste ne dira il ne faut faire qu'analyser. Ou aucune tradition bouddhiste authentique ne dira il ne faut faire que se focaliser en un point. C'est impossible. Ouais, ce serait complètement en désaccord avec les enseignements du Bouddha. Ouais, ok, très bien. Mais bien sûr qu'au bout d'un moment, l'analyse doit être transcendée dans la saveur de l'expérience d'une réalisation directe. Ouais, ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est la réalisation directe qui doit gagner la course. Ok, très bien. Ok, si ce n'est pas du tout le cas, pardon, là on parlait de ces consciences conceptuelles qui peuvent réaliser leurs objets, etc. Ce n'est pas du tout le cas des cognitions fausses qui sont incapables de réaliser leur objet et qui sont complètement erronées à leur égard. Donc ils se trompent complètement à l'égard de l'objet apparent et de l'objet d'engagement, nécessairement. Je Ouais, comprends. ouais, ouais, Mm. ça joue. Ok, Oui. très bien. Bravo, bravo. Maintenant, il y a deux types de cognitions fausses, non conceptuelles et conceptuelles. Ouais, ouais, ok. Une conscience visuelle qui perçoit des cimes enneigées comme bleues, ou une conscience visuelle qui voit tout en jaune à cause de la jaunisse, ou une conscience visuelle qui voit une double lune, ouais, quand on essaie de rapprocher les yeux, quand on essaie de loucher un peu, on voit une double lune, sont autant d'exemples de cognitions fausses non conceptuelles. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui, bravo, très bien. Ce qui apparaît à une conscience non conceptuelle étant simplement l'objet qu'elle appréhende, en fait,
ici, dans cette page-là, Elisabeth Napper dit autre chose. Où est-ce que c'est? Ok. Voilà, elle dit parce que ce qui apparaît à une conscience non conceptuelle est simplement l'objet qu'elle comprend, ouais, ou vers lequel elle s'engage. Donc ici, c'est un peu différent. Il y a marqué l'objet qu'elle appréhende en français. Mais une conscience qui appréhende son objet ne le comprend pas nécessairement. C'est ça où il faut faire une distinction entre euh, Dzimba et Torpa en tibétain, ouais. Ou Dzimba et Nyeba, entre appréhender et certifier, ou appréhender et réaliser, ou appréhender et comprendre, ouais. Entre Dzimba et Shelwa en tibétain, appréhender et comprendre, c'est très différent. Ouais. Par exemple, euh, une cognition inattentive. Une cognition inattentive, elle appréhende un objet, mais est-ce qu'elle le comprend? Mm. C'est difficile à dire, ouais. Ouais, elle ne le comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de générer une certitude par rapport à cet objet. Et donc, comprendre un objet, c'est générer une certitude par rapport à cet objet, non? Oui. Donc, ça veut dire réaliser. Oui, Ou- exactement. Comprendre, certifier, enlever. réaliser sont équivalents. Ouais. Comprendre, en tibétain, c'est shelwa. Réaliser, c'est topa. Et certifier, nyeba, en tibétain, c'est équivalent. Ouais. Comprendre, réaliser, certifier. Ouais. J'avais mis d'ailleurs un extrait de Recognizing Reality sous une des vidéos précédentes. Je ne sais plus laquelle, mais je pourrais le remettre. Et donc, en effet, il y a plusieurs termes qui sont employés en sanskrit et en tibétain qui renvoient à la même chose. Réaliser, comprendre, certifier, ça veut dire éliminer les surimpositions. Ouais. Ouais. Mais le fait qu'une conscience appréhende quelque chose ne veut pas dire qu'elle le réalise. Ouais. Ok. Mhm. Par Et exemple, donc, oui, oui, pardon. vas-y. Donc ici, c'est bon appréhender parce que tu disais, ce que je ne comprenais pas, c'est tu disais que ça devait être comprendre? Alors en fait, en anglais, ce que dit Ouais. Elisabeth Napper, elle parle de l'objet que la conscience comprend. Et ici en français, ils mettent juste appréhende. Mais c'est pas parce qu'on appréhende qu'on comprend. Ouais, par contre, si on comprend, et on peut comprendre sans appréhender non plus d'ailleurs. Bah, ici, ça doit être appréhende, non? Parce que si elle comprend, ça peut pas être. Parce que c'est justement, c'est parce que la conscience non conceptuelle, euh, vers l'objet qu'elle appréhende, elle ne comprend pas forcément, parce que là, on parle de conditions fausses. Oui, mais en fait, ce que dit ici Elisabeth Napper, je vais le redire par rapport à son anglais. Elle dit, c'est où d'ailleurs? C'est page 25 normalement. Ok, parce que ce qui apparaît à une conscience non conceptuelle est seulement l'objet qu'elle est en train de comprendre ou vers lequel elle s'engage. Une conscience erronée au regard de son objet apparent est nécessairement erronée au regard de son objet d'engagement. C'est ça qu'elle dit en anglais. Ouais. Et donc ici, elle est en train de dire que c'est l'objet qu'elle comprend. Ce qui apparaît à la conscience, c'est l'objet qu'elle comprend. Ouais. Une conscience non conceptuelle. Ouais. Ok. Mais en effet, souvent on dit que l'objet apparent et l'objet appréhendé sont équivalents. Ouais. Sauf que ici, l'idéal, ce serait de rester proche de ce que dit Elisabeth Napper, parce que c'est une traduction de son texte à elle. Donc ce serait mieux de rester proche de ce qu'elle dit. Et il y a une distinction fondamentale entre appréhender et comprendre. Ça veut dire que même une perception, une cognition non conceptuelle peut très bien comprendre un objet sans l'appréhender. Ça, c'est intéressant. Et que veut dire appréhender alors? Moi, c'est ça Donc, que j'arrive pas à ouais. comprendre. Appréhender, ça veut dire que ça doit apparaître à l'esprit. Ça doit apparaître à l'esprit. Ouais, ça veut dire que objet apparent et objet appréhendé sont normalement équivalents. Ouais. C'est-à-dire que Et- même une conscience visuelle peut très bien réaliser l'espace qui se trouve en face d'elle, mais l'espace n'apparaît pas parce qu'il est permanent. Ce que tu veux dire, c'est que appréhender, c'est donc on a l'objet qui apparaît à l'esprit, Oui, alors que quand on le comprend, c'est qu'on le certifie. exactement. Et ça ne veut pas dire qu'il apparaisse à notre esprit. Ouais. Par exemple, quand on a une Ça veut réalisation pas implicite. dire qu'il apparaisse à notre esprit. Ouais. Alors, oula, attends, là, je suis perdue, moi. Comment je peux certifier Ok. un objet qui n'apparaît pas à mon esprit?
Ouais, ça c'est magnifique. Je saisis pas là. C'est une réalisation, par exemple, une réalisation Ah mais voilà, implicite. c'est pour ça, j'en ai pas alors, donc c'est pour ça que je comprends pas. En fait, on en a plein. On en a Oui, plein on dans avait donné l'exemple avec le feu, la fumée, la couleur, choses comme ça, non? C'est-à-dire? euh, Bah, oui, par vas-y. exemple, oui, par exemple, ma perception visuelle voit de la fumée et du rouge. Ok, une fumée rouge. Oui, voilà, une fumée rouge. Et, et donc, C'est un non-existant. elle appréhende le feu, elle comprend le feu. Ça va, Ok, ça? mais dans ce cas-là, alors Oui, c'est ça qui est intéressant. oui, mais toi, Oui, Ginpa, tu parles d'une réalisation implicite. 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 Et là, c'est très différent. Là, Ça quand veut on Ouais. dire quoi réalise. ça? Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir que la beauté de notre esprit, c'est qu'il peut réaliser un objet qui ne lui apparaît pas. Par exemple, quand on fait une blague à quelqu'un, quand on emploie l'ironie. Ouais. Quand, imaginons, vous avez votre collègue qui arrive et qui a un peu la tronche de travers, et vous arrivez, vous lui dites, ah, mais t'es de super bonne humeur aujourd'hui. Et donc, vous faites une blague à votre collègue ou à vos amis, etc. Euh, et donc, que comprend explicitement la personne ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire, ah, mais tu es de super humeur aujourd'hui. Mais que comprend en réalité la personne? Le contraire. Parce que c'est de l'ironie, elle le comprend, elle comprend elle comprend votre humour. Ouais. Donc, la personne comprend quelque chose qui ne lui apparaît pas. Elle comprend, ah, mais t'es pas de bonne D'accord, humeur aujourd'hui. Et ça ne lui apparaît pas. Mais elle le d'accord. Donc, ok, on certifie l'objet, mais il n'est pas apparu là. Oui, c'est beau ça. Ah ouais, ouais, carrément. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Lorik de Kunkien Jamyang Shepa, qu'on avait étudié au Salève il y a quelques années, il commence presque au début à parler des réalisations explicites et réalisations implicites, parce que c'est très important aussi. Ouais. Et donc quand par exemple on regarde s'il y a un courrier dans la boîte aux lettres, on réalise l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Mais cette absence ne peut pas nous apparaître. Pourquoi? Parce qu'elle est permanente. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, un phénomène apparent, un phénomène permanent ne peut pas apparaître à une perception directe. Il ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Il ne peut être l'objet apparent que d'une conscience conceptuelle chez les Sautrantika. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui nous apparaît en réalité? Le fond de la boîte aux lettres. Ça nous apparaît. C'est ça qui apparaît à notre conscience. Mais que comprend notre conscience? L'absence. L'absence. Oui, l'absence, oui. Et cette ouais. Et l'absence, une simple absence, c'est une négation non affirmative, donc c'est permanent. Et donc elle ne peut pas apparaître à la perception directe. Mais cette perception directe la comprend quand même. D'accord. Ouais, Oui. ça vous parle? Mhm. Ah, Ok, magnifique! Voilà, ça c'est très important. ok, ouais, Et les merci, c'est clair. Suotrantika, ouais. Il y a un autre Mais on exemple a- très important. Oui, mais on n'a pas dit que l'objet apparaissant dans une conscience conceptuelle est permanent. oui, tout à fait. Donc, ça peut apparaître à la conscience conceptuelle. Ah oui, tout à fait. Ça doit apparaître même à la Ouais. conscience conceptuelle. Mais ce que je comprends pas très bien, c'est quand on dit image mentale et concept. Oui, Quand on pense à une table, l'objet apparaissant, c'est image mentale de la table. C'est équivalent de concept de la table. oui. D'accord. Mais j'ai toujours un peu du mal à saisir image mentale si je pense à une table. Image mentale de la table dans mon esprit, ça peut changer d'instant en instant. Je veux dire, Oui, un concept ne change pas forcément d'instant en instant, mais quand je pense la table dans l'image, cette image dans ma tête, ça peut changer. Ça peut oui, changer tout à fait. d'instant en instant. Du coup, j'ai du mal à voir Ouais. qu'il est permanent. Donc par rapport à ce que je vais revenir sur ce que tu dis. Donc par rapport à ce que je disais, un phénomène permanent doit nécessairement apparaître à la conscience conceptuelle. En fait, Konkan Jamyang Shepa dit qu'il y a aussi des réalisations implicites conceptuelles. Donc dans certains cas, même le phénomène permanent n'apparaît pas à la conscience conceptuelle, mais en général, ça reste un objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est ça que je voulais rajouter. Et par rapport à l'image mentale, donc on va dire que quand on parle d'une conscience conceptuelle, une conscience conceptuelle est nécessairement impermanente. Parce que c'est une conscience. Mhm. Ouais. Mhm.
Ouais, dans les impermanents, il y a 3 catégories générales. Ouais. Il y a les formes, les consciences et les composés non associés. Ouais. Et donc, si une conscience conceptuelle est une conscience, elle est nécessairement impermanente. Ouais, donc, ça veut dire qu'elle naît de graines. Elle ne naît pas par le pouvoir de l'objet lui-même, mais par le pouvoir des empreintes. Ouais, ou par le pouvoir d'un stimulus sensoriel, etc. Ça va générer des empreintes qui vont, enfin, ça va activer des empreintes qui vont faire en sorte qu'un concept est généré. En fait, ce qui est généré, c'est la conscience conceptuelle elle-même. Elle est générée, elle est produite, et donc elle est impermanente. Mais le contenu du concept, ça, c'est temporairement permanent. C'est comme une bulle dans l'eau. Une bulle, c'est quoi? C'est une absence d'eau. Et une simple absence d'eau, c'est permanent. Ouais. Donc, ça veut dire que le contenu de la bulle, c'est permanent, mais le contour de la bulle, c'est impermanent, puisque ça se dirige vers le haut, ça peut être une grosse bulle, une petite bulle, etc. Elle va remonter vers la surface, etc. Donc, elle change. Ouais. Donc, le contour de la bulle est impermanent, mais son contenu est permanent. Et donc, on pourrait dire, dans la conscience conceptuelle, c'est à peu près similaire. La conscience conceptuelle elle-même, elle est impermanente, mais le contenu du concept, c'est permanent. Ouais, donc même si on a une image mentale, l'image peut très bien donner l'impression de mouvement, alors que ça peut être comme un dessin animé. Ça va être une image remplacée par une autre image, etc. Par exemple, quand on essaie de méditer une visualisation, on connaît tous ça, hein. On essaie de méditer le yidam, et d'un seul coup, le visage peut changer de couleur, ou etc. Mais en réalité, c'est un petit peu comme un dessin animé. C'est une image remplacée par une autre image, remplacée par une autre image, qui donne une impression de mouvement. Non? Donc c'est toujours permanent. Un concept est nécessairement permanent. Ouais. La D'accord. généralité de sens. C'est là que je trouve du mal à associer image mentale à un concept, parce qu'un concept, pour moi, c'est plus abstrait. Je peux comprendre que c'est permanent. Et image mentale, du coup, j'ai du mal à définir. C'est pour ça que Geshe-Dreyfus n'aime pas ce terme d'image mentale. Il préfère représentation conceptuelle, etc. Il n'aime pas ce terme d'image mentale. Je crois qu'il le dit dans Recognizing Reality, ou peut-être les deux vérités selon les 4 écoles. Mais en tout cas, dans un des enseignements qu'il a donné, il dit qu'il préfère représentation conceptuelle plutôt qu'image mentale. Ouais. Parce que, en effet, c'est plus une représentation. Ouais. C'est plus quelque chose de schématique, de conceptuel, etc., plutôt qu'une image qui est impermanente. Ouais. Quand on prend une photo de quelque chose, cette photo change d'instant en instant de toute façon. Ouais. Alors qu'une représentation conceptuelle, elle a bien un contenu permanent, en effet. Mais en même temps, je trouve qu'image mentale, c'est plus, comment on dit, c'est le plus compréhensible pour moi. C'est quand je dis image mentale, je peux comprendre tout de suite de quoi il s'agit un peu. Et si tu dis, si on me dit l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est représentation conceptuelle. Moi, ça me dit rien en fait. Je comprends Après, pas. on peut utiliser une image pour, comment dire, pour symboliser en fait le concept lui-même. Par exemple, si on pense à, par exemple, au terme démocratie. Ouais, si on pense à démocratie, si on a cette image conceptuelle, cette représentation conceptuelle de démocratie, on peut avoir à l'idée, comment dire, à l'esprit, on peut avoir l'image d'un fronton de mairie ou, ou d'un bureau de vote. Ou, enfin, on a quand même quelque chose qui est là, qui symbolise d'une certaine manière la démocratie. Ouais. Moi, j'ai tendance à voir un fronton de tribunal ou un fronton de, je sais pas, mais un fronton officiel avec un drapeau. Pour moi, c'est ça que je vois en fait quand je pense à démocratie. Mais en fait, pour d'autres personnes, ça peut être complètement différent l'image qui va ressembler à ça. Ou même mais un truc beaucoup plus simple, table. Si on pense à table, des personnes qui viennent juste d'être en vacances peuvent avoir une table de jardin avec un parasol au-dessus. Et d'autres sont tellement en train de bosser, etc., que quand ils pensent à table, ils pensent à leur bureau. Mais malgré tout, le concept de table va rester le même. C'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas table. Mais ça peut être illustré, d'une certaine manière, illustré ou symbolisé par une image de table. Malgré tout, cette image, elle est déjà extrêmement précaire. Elle peut être remplacée par une autre assez facilement. Il suffit qu'on ait vu une super table dans une vitrine, etc. Et c'est celle qui nous plaît, donc c'est celle qui va remplacer les autres. Et malgré tout, c'est quand même, il faut essayer d'observer, ouais, comment est-ce qu'une image mentale, elle pourrait être impermanente, ouais. Ça donne l'impression de l'impermanence, ouais, quand on se fait un film ou quand on fait la sadhana, etc.
à ce moment-là, il y a bien du mouvement, il y a bien des rayons lumineux qui se dirigent vers tous les êtres, etc. Mais il faut essayer d'observer, ouais, est-ce que c'est vraiment... Il y a quelque chose d'impermanent là-dedans, ouais, surtout si Elle se on renouvelle, parle en fait. du... Elle se renouvelle. Ça se renouvelle, ouais. Et il y a quelque chose d'impermanent là-dedans. On ne peut pas dire que tout soit permanent. Comme on l'a dit, la conscience conceptuelle elle-même est impermanente. Et si on explique les choses du point de vue des tantras, quand on a une visualisation, les couleurs, la lumière, etc., ça, c'est du point de vue des souffles subtils. Ouais. Et donc, les souffles subtils doivent nécessairement être impermanents. Donc, c'est expliqué un peu comme ça. Ça veut dire que la forme prise par la conscience quand elle visualise, etc., c'est associé au souffle. Et donc, c'est certainement ces souffles qui sont colorés, qui sont impermanents, etc., etc. Enfin, c'est la compréhension que j'en ai, mais après, il faudrait creuser le truc. Enfin, moi, j'avais une fois, il y a Dominique qui a dit dans un des enregistrements que j'ai entendu, de ne pas confondre permanent avec éternel. Parce que moi, au début, j'avais vraiment tendance à confondre, je pense, permanent, pour moi, c'était éternel ou quelque chose dans ce sens-là. Mais ça n'a rien à voir. En fait, pour moi, finalement, dans un premier temps, pour m'orienter, j'étais plutôt permanent, c'est plutôt virtuel, quoi. C'était la définition qui foirait dans ma tête. Et puis quand je commence à me dire, ah ben, permanent, c'est plus virtuel, c'est pas un objet qui se dégrade, un objet qui est en train de se dégrader, ou c'est pas un objet, c'est quelque chose dans ma tête. Dans ce cas-là, je l'avais un peu mieux compris, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut essayer de voir du point de vue Sautrantika, c'est que même si une image mentale ou une représentation conceptuelle, donc une généralité de sens, est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle ou est nécessairement permanent, ça ne veut pas dire que tout ce qui est permanent est une représentation conceptuelle. Oui, aussi, oui. Ouais. Oui, Par oui, exemple, l'espace incomposé n'est pas une simple représentation conceptuelle. Il Oui, existe oui. là, à l'extérieur. Ouais. Bien sûr, oui, 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 En fait, oui, oui, oui. permanent, ça veut dire qui existe et qui est statique. Oui. Quel que soit, son temps de vie, on pourrait dire, quelle que soit sa durée de vie. Ouais. Et donc, entre permanent et éternel, il y a 4 possibilités. Ouais. Il y a ce qui est les deux, ce qui est permanent et pas éternel, ce qui est éternel et pas permanent, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok, waouh, super. Super, super. Très bien. Est-ce que ça répond un petit peu à vos questions ou c'est encore pire? Ok. Très bien. Et donc ici, l'idéal, ce serait de rester plus proche de ce que dit Elisabeth Napper, à dire l'objet qu'elle comprend ou vers lequel elle s'engage. Ensuite, une conscience, il manque un E ici, une conscience erronée quant à son objet apparaissant est nécessairement erronée quant à son objet d'engagement. Ok, pour une conscience conceptuelle, une conscience non conceptuelle. Une conscience non conceptuelle fausse est donc erronée vis-à-vis des deux. Elle se trompe nécessairement vis-à-vis des deux, une conscience non conceptuelle. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait vu avec les cours de Venerable Geshe-Jakpala. Et donc on pourrait y revenir. On avait fait des débats aussi là-dessus, mais on pourrait y revenir aussi. Ce soir, je vais faire des diapos par rapport à ça aussi, ce serait intéressant. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que en effet, si on dit pour une conscience non conceptuelle, par exemple une conscience visuelle, une conscience visuelle, on va dire que si elle regarde une couleur, ouais, elle regarde la couleur de la table, ok. Donc la couleur de la table, si on dit la couleur de la table est l'objet apparent de la conscience visuelle, la couleur de la table est aussi son objet d'engagement. La couleur de la table est son objet appréhendé. Et dans ce cas-là, les trois sont équivalents. Mais parce qu'on circonscrit simplement la couleur de la table, ouais, on n'est pas en train de parler de son impermanence, ouais, du fait que ce soit une chose produite, etc. Parce que si on ne circonscrit pas l'objet dont on parle, on ne peut pas dire l'objet apparent d'une perception directe, c'est égal à l'objet d'engagement de cette perception directe. Ouais, ou l'objet apparent de cette conscience non conceptuelle serait égal à l'objet d'engagement de cette conscience conceptuelle. On ne peut pas le dire si on ne circonscrit pas l'objet en tant que tel. Pourquoi? Parce que si on a une conscience visuelle, cette conscience visuelle, imaginons qu'elle regarde cette couleur bleue, la couleur bleue d'une table. Ok. Son objet d'engagement, c'est quoi? C'est ce qu'elle comprend, vous êtes d'accord? Ouais, c'est ce qu'elle réalise. Et donc, qu'est-ce qu'elle réalise? Simplement le bleu, vous êtes d'accord? Ok.
Par contre, quel est son objet apparent? C'est le bleu et tout ce qui est une entité substantielle simultanée au bleu. C'est-à-dire que même l'impermanence du bleu apparaît à la conscience visuelle. Le fait que le bleu soit produit, une cause, un effet, impermanent, etc., tout ça, c'est dans la nature impermanente du bleu, et ça apparaît, c'est un faisceau d'informations qui apparaît à la conscience visuelle. Donc c'est ça l'objet apparent, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche en informations. Mais que comprend la conscience visuelle? Uniquement le bleu. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même une différence. Par contre, si on circonscrit le bleu, dans ce cas-là, on met de côté son impermanence, sa choséité, sa production, etc. On dit juste le bleu qui est l'objet d'engagement de la conscience visuelle et le bleu qui est l'objet apparent de cette conscience visuelle sont équivalents. Là, on est d'accord. Parce qu'on circonscrit le bleu, on met de côté l'impermanence, etc. Ouais. Ça vous parle? Cachez votre joie. Ok. Ce qu'il faut voir, c'est que pour une conscience visuelle, une conscience non conceptuelle qui est factuellement concordante, qui est en accord avec la réalité, il y a beaucoup de choses qui lui apparaissent. Mais elle ne les certifie pas toutes. Ouais, l'impermanence subtile ne peut pas être réalisée par une conscience visuelle, c'est impossible. Par une conscience visuelle d'un non-Bouddha. Elle ne peut pas être... Hein? Par contre, ça lui apparaît. Mais ça lui apparaît, exactement. Exactement. Mais Tout à fait. même pour un aria, ça peut pas être réalisé par la conscience sensorielle, Exactement. l'impermanence subtile, non? Ouais, tout à fait. C'est nécessairement une réalisation yogique et donc c'est une conscience mentale, ouais. Ouais, ça peut pas être sensoriel. Par contre, pour un Bouddha, toutes ses consciences sont omniscientes. Donc même sa conscience visuelle réalise l'impermanence subtile. Donc ça, pour un Bouddha, c'est différent. Mais pour les non-Bouddhas, l'impermanence subtile ne pourra jamais être réalisée par une conscience sensorielle. C'est nécessairement par une conscience mentale, une réalisation yogique directe. Ouais. Donc pour les non-Aryas, comme moi, eh ben, l'impermanence subtile m'apparaît, mais je ne la réalise pas. C'est une cognition inattentive. Ouais. Donc ça veut dire que, vu que ça m'apparaît, c'est l'objet apparent. Mais vu que ce n'est pas réalisé, ce n'est pas l'objet d'engagement. Ouais, Mais un yogi, il peut réaliser l'impermanence subtile par une conscience mentale directe? Oui, par une conscience mentale directe, en fait, on dira que c'est une réalisation yogique et nécessairement une conscience mentale qui est directe. Donc, il peut réaliser directement. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Pas par la conscience sensorielle, mais par la conscience mentale. Exactement, tout à fait. Ce qui veut dire que... Pardon, vas-y. excuse-moi Sabine. Ce qui veut dire que tous les objets apparents, que ce soit... en fait, ils ont une dimension énorme et c'est la vérité, en fait. C'est parce qu'on se trompe. Enfin, il y a un décalage entre l'objet apparent et l'objet d'engagement, en fait. Oui, exactement. Il y a un décalage pour les consciences sensorielles, en tout cas. On pourrait dire que pour les consciences sensorielles, il y a un décalage. Après, pour les consciences mentales, par exemple, la réalisation yogique directe d'une table et de son impermanence ou de l'impermanence de la table, etc., dans ce cas-là, tout ce qui lui apparaît est réalisé. Ouais. Donc, parce que c'est ce que dit Acharya Dharmakirti, ouais, il dit l'eau de Chenpa Tongnine, Namba Tanche Nyeparje. Il dit pour les grands sages, donc pour les Aryas, il réalise tous les aspects qui lui apparaissent. C'est-à-dire qu'une cognition yogique ne peut pas être inattentive. Une réalisation yogique directe ne peut pas être inattentive. Ce qui lui apparaît doit être réalisé. Ouais. Et donc, en effet, pour une réalisation... Oui, vas-y. Oui. Je dis parce qu'il est en méditation et c'est pour ça que le Bouddha qui, lui, est en permanence dans cet état-là, il voit tout le temps, en fait. Exactement, il voit tout le temps. Non. Et on pourrait même dire il voit tout le temps, mais même par ses consciences sensorielles. Ceux qui acceptent que toutes les consciences des Bouddhas sont omniscientes, c'est-à-dire que pour le Bouddha, même une conscience visuelle peut réaliser l'impermanence ou le non-soi de la table. Parce qu'elle est omnisciente, tout simplement, sa conscience. Ouais. C'est intéressant. Mais tout le monde ne va pas accepter que les consciences sensorielles des Bouddhas sont omniscientes. Ils vont dire qu'il n'y a que les consciences mentales. Et il y a beaucoup de débats par rapport à l'omniscience du Bouddha déjà. Ouais, si on regarde
Ok, donc oui, si on regarde les textes, on verra qu'il y a beaucoup de débats déjà entre les hindous et les bouddhistes, et entre les bouddhistes eux-mêmes, il y a des débats par rapport à ça. Ouais, c'est intéressant. Ok, waouh, super, super, super. Donc en effet, si on comprend que pour un non-Bouddha, une conscience sensorielle a pour objet apparent quelque chose de beaucoup plus riche que ce qu'elle comprend, dans ce cas-là, on peut faire la différence entre l'objet d'engagement et l'objet apparent. Ouais, on ne peut pas vraiment dire l'objet d'engagement d'une conscience directe et l'objet apparent d'une conscience directe sont équivalents, parce que l'objet apparent est beaucoup plus riche. Ouais. Par contre, si on dit le bleu qui est l'objet d'engagement et le bleu qui est l'objet apparent de cette conscience directe, ok, ils sont équivalents dans ce cas-là. Tout va bien. Ouais. Parce qu'on circonscrit. Ouais. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ouais, bravo. Alors là, c'est un point très important. Bravo, bravo. Magnifique. Très bien, très bien. Ok. Ensuite, une conscience qui conçoit, au passage d'après, une conscience qui conçoit qu'il n'y a pas de vie passée ou à venir, ou qui conçoit un soi existant de manière substantielle. Oui, ok, un soi existant de manière substantielle sont des exemples de cognitions conceptuelles fausses. Ok, parce qu'on a dit qu'il y avait des cognitions fausses non conceptuelles et des cognitions fausses conceptuelles. Ouais. Donc si on pense que cette table est un animal, c'est une cognition fausse. Ouais. Et donc on en a beaucoup dans la vie. Ouais. Enfin voilà, il suffit de faire un petit inventaire. Donc pas nécessairement par rapport aux tables, mais par exemple, même dans l'histoire humaine, hein, avant on pensait que les animaux étaient des meubles. On pensait même que les autres ethnies n'étaient pas des êtres humains, etc. On pensait que la Terre était plate. Il y en a qui pensent que le vaccin tue, etc., etc. Enfin bref. Ok. Donc, puisqu'elles sont conceptuelles, ces consciences sont nécessairement erronées relativement à leur objet apparaissant, ouais, ou à leur objet apparent, c'est pareil. Donc, elles se trompent à l'égard de leur objet apparent, puisqu'elles sont conceptuelles. Donc, elles sont nécessairement erronées, à savoir une image de ce qui est appréhendé et qui paraît être de manière erronée cet objet lui-même. Ouais, comme on l'a dit, une généralité de sens, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas cet objet, apparaît comme étant cet objet à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Donc, elle est nécessairement erronée, cette conscience conceptuelle. Mais, vu que c'est une cognition fausse, elle se trompe à côté elle est complètement à côté de la plaque. Elle se trompe même vis-à-vis de ce qu'elle était censée comprendre, son objet d'engagement ou son objet conçu. C'est pareil, objet d'engagement d'une conscience conceptuelle et objet conçu, c'est pareil. Ouais, c'est la même chose. On parle d'objet conçu pour l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Ok, très bien. Mais elles sont aussi fausses quant à leur objet d'engagement. Elles se trompent. Ouais, il faudrait rajouter, comme dit Jordan, il faudrait rajouter elles se trompent au lieu de erronées. Ouais. Elles se trompent aussi quant à leur objet d'engagement, estimant, dans le cas de l'idée de l'inexistence des vies passées et à venir, que ce qui existe en fait n'existe pas. Et dans le cas de l'idée du soi, que ce qui n'existe pas en fait existe. Ouais. Ça veut dire que ce sont ces deux types de surimposition. Ouais. Une surimposition, on fait un genre de réalité augmentée. Ouais, vous avez déjà vu ça, ouais, des réalités augmentées. Ouais, vous avez déjà vu ça ou pas? Oui, oui. Quand quelqu'un veut acheter un nouveau fauteuil, eh ben, il a une application sur son portable, il prend une photo de son salon et l'application met le fauteuil dans son salon. Mais c'est une réalité augmentée. En réalité, il n'y a pas de fauteuil dans son salon. Mais là, c'est une réalité augmentée. Ouais, donc ça, c'est le type de surimposition qui nous fait croire à l'existence de ce qui n'existe pas. Ouais. Comme les licornes bleues, les lapins à cornes, etc. Désolé de vous l'apprendre, ça n'existe pas. Et, euh, et au contraire, on peut dénier l'existence de ce qui existe. Ouais, se dire, bah non, il y a pas les trois joyaux, il n'y a pas les quatre nobles vérités, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de karma, etc., etc. Dans ce cas-là, on dénie l'existence de ce qui existe. Dans ce cas-là, c'est une dépréciation. Ouais. Littéralement, en sanskrit, c'est apavada. Ouais, c'est une voie de dénégation. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on a ces deux types de surimposition, soit une réalité augmentée, soit une réalité tronquée. Ouais, on pourrait dire tronquée ou amputée d'une partie de ses existants. On pourrait dire ça. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok. Et donc ça, bien sûr que quand on apprendra par la suite, on verra que l'auric est très, très, très important pour ensuite comprendre le Madhyamaka en particulier. On verra d'ailleurs que dans le Madhyamaka, il y a aussi les deux extrêmes. Ouais.
d'absolutisme et de nihilisme. Ouais, et donc, ça revient à la même chose. Une réalité augmentée ou une réalité appauvrie. Ouais, c'est un petit peu la même chose. Ouais. OK. Très bien, très bien. Donc, ces cognitions conceptuelles fausses sont la raison d'être de la pratique méditative bouddhique. En effet, le bouddhisme pose comme fondement causal ou comme motif causal premier du cycle sans fin de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, un cycle où les êtres subissent l'insatisfaction de mille façons. Donc ici, en anglais, c'est suffering, ouais, c'est la souffrance. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de traducteurs, enfin beaucoup, quelques-uns, qui préfèrent mettre insatisfaction plutôt que souffrance. Mais bon, on a l'habitude du terme souffrance en français, donc on pourrait rajouter souffrance au lieu d'insatisfaction si vous le souhaitez. En sanskrit, c'est dukkam. Ouais. Souvent, on dit c'est dukkha, mais dukkha, c'est l'adjectif. C'est souffrant ou douloureux. Ouais. Dukkha. Dukkam, comment ça s'appelle, le substantif. Ok. Et là, pour comment ça s'appelle, la typologie, ici, on pourrait remplacer les petits tirets par des semi-tirés, là, comme Venerable Detchen m'a appris. Il y a des semi-tirés, des grands tirés et des petits tirés. Et là, normalement, c'est les semi-tirés. Ouais, ok. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié ce que c'est. Donc, ok. Donc, très bien. Donc, la racine du samsara, tout simplement, la racine du samsara, c'est quoi? Ignorance. Oui, Ignorance. l'ignorance fondamentale. Et l'ignorance fondamentale, c'est quoi? Est-ce que c'est une De forme? croire à. Oui, Une De erreur. croire C'est oui, ce qu'ils c'est appellent de ça. croire à un soi qui a une existence propre. exactement. Exactement. Pour les Sautrantika, c'est un soi qui aurait une existence autosuffisante et substantielle. Ouais. Oui. Ok. Et donc, en effet, c'est une conception fausse. C'est une conscience conceptuelle fausse. C'est une cognition fausse conceptuelle. Ça revient au même. Ouais. Et donc, pour régler le problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Couper à la racine l'ignorance. Exactement. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête simplement de penser au soi ou est-ce qu'il faut faire plus que Non, ça? c'est des raisonnements. Oui, L'analyse, Il faut la méditer sur pratique la. méditative. exactement. L'analyse. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ça veut dire trouver un état d'esprit dont le mode d'appréhension est directement opposé au mode d'appréhension de l'ignorance fondamentale. Là où on est persuadé qu'il y a un soi autosuffisant et substantiel, on doit réaliser l'absence de soi autosuffisant et substantiel, donc le non-soi. Ouais, donc la vacuité pour les Mahayanistes, etc. Pour les Madhyamika, etc., etc. Ok, très bien. Très bien. Et donc, en effet, au début, ça commence par une conscience conceptuelle, ouais. Parce qu'on ne peut pas réaliser le non-soi directement d'emblée comme ça. Euh, Même ceux pour qui tout arrive soudainement, c'est une façon de parler. Quand on dit pour qui tout arrive soudainement, comme par exemple des grands maîtres, comme à l'époque Zapatu Rinpoche ou Tetsum Milarepa, etc., pour qui tout arrive soudainement, c'est une façon commode de parler. Mais c'est pour qui tout arrive soudainement dans la dernière existence. Mais au cours des vies passées, ils ont galéré exactement comme nous. Ils ont étudié l'auric exactement comme nous. Et donc, grâce à ces empreintes extrêmement favorables, un jour, ils ont suffisamment mûri leur esprit et ils rencontrent un maître authentique et qualifié qui leur donne une instruction ou une savate dans la tronche pour Patrulin Potier. Et ils réalisent quelque chose. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se soient pas entraînés au cours des vies passées exactement comme nous, on est en train de le faire. Ok. Très bien. Ok. Donc ici, en effet, donc le bouddhisme, je vais reprendre cette phrase-là. En effet, le bouddhisme pose comme fondement causal ou comme motif causal premier du samsara, donc le cycle sans fin de la naissance, vieillesse, maladie et de la mort, un cycle où les êtres subissent la souffrance de mille façons, précisément une cognition fausse, à savoir l'appréhension fausse d'un soi, là où il n'y en a pas. Ouais, on ne peut pas simplement dire l'appréhension erronée, parce que une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ouais, mais l'ignorance fondamentale est plus qu'erronée, elle est fausse. Donc c'est pourquoi il faut rajouter fausse, l'appréhension fausse d'un soi où il n'y en a pas. Ouais. Et donc juste après, c'est pareil, il y a un passage où il y a l'appréhension erronée, il faut rajouter fausse plutôt que erronée. Ok, et donc on n'a pas terminé ce passage-là, on le verra
On va essayer de terminer. J'avais peur que Jordan parte trop vite, et ben elle est déjà partie, donc on va quand même terminer ce passage-là, c'est pas grave. Ok, très bien. Donc on va juste terminer ça. La voie de libération de l'existence cyclique, donc samsara, la façon de s'abstraire de ces souffrances et de reconnaître en l'appréhension fausse du soi Fausse, ouais. la racine du cycle, exactement, et de s'engager dans les moyens de la dépasser. Le moyen que préconise la tradition Gelug est le raisonnement. Mais c'est pas que la tradition Gelug, attention. Là, c'est un cliché des années 80, de dire qu'il n'y a que Ouais, la parce que c'est tradition Gelug. sélectif, ça. Ouais. Chez les Sakyapa aussi, on raisonne. Dans la tradition Nyingma, dans la tradition Kagyupa, etc. Ouais. Tout le monde raisonne. Ouais, donc, c'est très important de voir que c'est pas uniquement la tradition Gelugpa. Ok. Et donc, Nyaya, c'est le raisonnement. Rigpa, c'est aussi le raisonnement. Mais il y a en tibétain, il y a un post-suffixe sa après le G. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que Rigpa, la cognition. Ouais. Ok. Et l'on peut voir la présentation de l'Auric, donc conscience et connaissance, donc l'Auric, dans sa division septuple, les étapes qu'il faudrait suivre afin de parvenir à la compréhension juste en s'aidant de cette présentation. Ouais, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'essayer de méditer par rapport au lamrim. Qu'est-ce que on comprend de travers dans le lamrim? Ouais, par exemple, au début, on ne comprend pas qu'on a une précieuse existence humaine. Ouais, et donc après, on pourrait douter, se dire tiens, mais peut-être que j'aurais pu renaître animal, etc. Et donc, qu'est-ce que ça aurait été pour moi? Et donc, peut-être qu'à l'avenir, je pourrais renaître animal, etc. Et donc, on essaie de développer une forme de doute et ensuite de supposition correcte, puis d'inférence, cognition subséquente et perception directe. Ouais, donc là, ça demande beaucoup plus de réalisation dans ce cas-là. Mais au moins, au début, de ne pas se satisfaire des apparences et de se dire, en effet, peut-être qu'il y a une réalité plus profonde derrière tout ça. Peut-être que actuellement, ma précieuse existence humaine est extrêmement rare, presque miraculeuse. Et peut-être qu'elle va me claquer dans les doigts très rapidement. Et donc, si on arrive à méditer là-dessus tous les jours, ou régulièrement, de manière très constante et régulière, on peut peut-être finir par une réalisation conceptuelle, une réalisation qui nous fait tourner vers le renoncement, qui tourne notre esprit vers le renoncement, qui nous détourne du samsara. Ouais. Et donc, progressivement, peut-être qu'un jour après, on aura une réalisation yogique directe de cela. Ouais. Mais en effet, ça mérite d'y aller pas à pas. Et donc, c'est le rôle de la méditation, la pratique méditative, de nous permettre cela. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, bravo, bravo. Et donc, on verra la suite la semaine prochaine. Et à ce soir pour les débats. Merci beaucoup. C'était super. Bravo à tous. Excusez-moi, Vénérable, Oui. juste pour l'accord de confidentialité, Oui. je pense que je n'ai pas téléchargé. Je ne l'ai pas téléchargé avant et ce n'est plus disponible pour téléchargement, c'est ça? Ouais. Mais il me